Mais il y a aussi, et c'est ça que j'ai fait venir Laurent, des émissions passionnantes, spirituelles, où il a des invités qu'on écoute, c'est que du bonheur. Parce que, en fait, ce qui est très stressant, je l'ai vécu et je me suis vu parfois, quand on est dans des médias traditionnels, c'est, allez, fonce, trace, vite. Et alors là, non, on est presque comme dans un salon et on écoute des échanges d'une richesse inimaginable. Et je pars c'est jusqu'à 2-3 heures du matin que j'écoute tellement que c'est très nourrissant. C'est fabuleux. Donc j'admire beaucoup tout le travail de Laurent. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un cadeau qu'il soit là. Et pour moi c'est un cadeau que je vous offre. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Vraiment. Merci de m'accueillir déjà. Et je vais plus ou moins paraphraser Muriel. Radio Ici Maintenant, c'est une radio associative qui existe depuis 1980, qui a commencé avec, en France en tout cas, avec François Mitterrand, le début des radios libres. Une radio associative qui ne fait pas de publicité, qui n'a pas de pub, et qui nous a permis donc d'être indépendante. On a trouvé d'autres moyens pour se financer, on se débrouille, on fait preuve de créativité. J'ai découvert cette radio il y a 10 ans seulement. Et à l'époque, j'avais 27-28 ans. Et j'ai une chance incroyable de travailler dans cette radio. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais parler un peu de moi, pour non pas parler de moi, mais pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit qui m'anime et pour que vous puissiez mieux appréhender ce que je vais vous dire par la suite. On va dire que ma conscience politique, jusqu'à l'âge de 27-28 ans, au moment où je rentre dans cette radio, elle est quasiment nulle. Cependant, et à l'image peut-être de ce que disait tout à l'heure Étienne Chouard, je m'intéresse à la cause de la cause. Et je me posais déjà, petit, des questions d'ordre existentiel. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que nous avons à y faire? Qu'est-ce que la vie? Ces questions me taraudaient, et dans ce sens-là, j'ai fait un certain chemin, un certain travail sur moi, sur des lectures que je pouvais avoir, qui pouvaient peut-être m'expliquer le monde dans lequel on vit. Et j'étais un rêveur. Un rêveur qui s'intéressait à tout ce qui a trait par exemple à l'héroïque fantasy, à la magie, au mysticisme, à la parapsychologie, à la spiritualité, aux religions, toutes ces choses-là qui nous entourent, qui sont plus ou moins connues, mais qui pourtant sont extrêmement importantes, à mon sens. Et ce n'est que, donc en 2002, que j'ai découvert cette radio. Je vais revenir par la suite comment je l'ai découvert, mais en tout cas, ce qui m'a interpellé de prime abord dans cette radio, c'est quand j'ai découvert cette radio, les premiers mots que j'ai entendus, c'était des mots concernant l'énergie, les chakras, et je me dis, comment il est possible qu'une radio comme celle-ci puisse exister? Je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Et vu que ces sujets-là étaient les sujets qui m'intéressaient depuis ma tendre enfance, j'ai décidé de vivre et de travailler au sein de cette radio. Comment est-ce que je pourrais vous développer un petit peu la suite? Parce que finalement, les conférences, j'ai pas de plan à proprement parler. On va essayer tous ensemble de ressentir certaines choses. Alors la thématique, c'est, je ne dis pas de bêtises, savoir dire non et être dans la fluidité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander de faire un petit exercice avant de commencer cette conférence. En tout cas, je vais faire une suggestion, je vous propose de commencer une petite séance de méditation. C'est peut-être anodin, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes proche de ce genre de pratique, peut-être que pour vous ça sert strictement à rien, mais je vous demanderai juste de jouer le jeu. Je vais vous demander de vous asseoir le plus droit possible. De fermer les yeux. Et de prendre 3 grandes inspirations et de rejeter tout l'air que vous avez dans vos poumons, avec des grandes expirations, mais forcées. 3 grandes inspires, 3 grandes expires.
Et dès le moment où vous avez fait ces 3 grandes inspires et expires, vous pouvez respirer normalement. Et je vais vous demander une chose, c'est de vous concentrer sur les sensations, sur le pourtour des narines, de l'air qui rentre dans vos narines, et des sensations que procure l'air en sortant sur le pourtour des narines. Je vous demande donc de vous focaliser sur cet endroit spécifique de votre corps. Je sais que vous êtes en fin de journée, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire tout un week-end à vous concentrer et à écouter. C'est pas forcément évident. Et là, pour le coup, je vous donne l'occasion de ne penser à rien. Et de vous focaliser sur les sensations à l'inspire et à l'expire sur le pourtour des narines. Juste ce petit exercice. Observez si des pensées viennent, et il y en a forcément. Ce que je vous demande, c'est de ne pas vous attarder, de ne pas vous attacher à ces pensées. Laissez-les passer. Soyez juste dans l'observation des sensations. Ne rien attendre. Juste être là, ici et maintenant. Observez à quel point, peut-être, pour certains d'entre vous, il est difficile de ne pas se laisser happer par les pensées qui viennent, de ne pas les alimenter, juste de les laisser passer, et de se focaliser sur les sensations sur le pourtour des narines. Observez ce qui se passe. Est-ce que vos muscles de votre visage se relâchent? Ou êtes-vous encore crispé? Le front, les joues, la mâchoire. Peut-être que vous vous apercevez maintenant qu'il y a des sensations qui apparaissent dans le dos, dans les jambes, auxquelles vous ne prêtiez pas attention. Peut-être des blocages, des tensions accumulées durant la journée, qui là pour le coup apparaissent et se relâchent. Juste observer, ne pas penser à critiquer ces sensations, juste observer ce qu'elles sont, les sensations. Peut-être du froid, du chaud, des picotements, des fourmillements. Observez. Remarquez à quel point l'esprit cherche à s'accrocher à quelque chose. Lui qui est tout le temps en train de s'agripper, de cataloguer. Il cherche à s'échapper. S'échapper de ce silence. Ce rien lui fait peur, à votre mental. Et si vous restez dans cette attention sur les sensations au pourtour des narines,
vous verrez et vous ressentirez des sensations qui deviennent de plus en plus fortes, qui n'étaient pas là avant. Êtes-vous dans l'attente ? Ne rien attendre. Être juste là. Ici et maintenant. Si des pensées vous traversent, laissez-les passer. Jouez le jeu. Et peut-être que d'observer, pour certains d'entre vous, vous constatez une paix intérieure, une sérénité. Moins vous êtes amené à bouger le corps, plus vous êtes dans cette constatation peut-être que l'imitation de votre corps devient de plus en plus fou. Vous allez prendre une grande inspiration et expirer posément. Et quand vous le sentirez, vous ouvrirez les yeux. Donc depuis adolescent, depuis gamin, ce qui m'intéressait c'était ce que nous sommes, la conscience, comment nous fonctionnons. Et comme Étienne Chouard, ce que je recherche c'est la cause de la cause, un chercheur. L'avantage de travailler dans une radio comme celle-ci, c'est que ça développe l'écoute. En tant qu'animateur, je suis censé être effacé, je donne la parole aux autres. Si on n'a pas une bonne écoute, comme un thérapeute, dans ce cas-là, on passe à côté des choses. Et l'essentiel dans cette écoute, c'est de pas juger, pas cataloguer. Et je reviens sur ce que disait Étienne Chouard, que nous avons reçu à l'antenne, grand monsieur. J'aime beaucoup la quête qu'il anime. Et de constater que dès le moment où on est dans cette écoute, on ne s'arrête pas aux mots, on est ouvert à l'essence des propos qui nous sont dits. Parce que les mots sont trompeurs, surtout à l'heure actuelle. Et nos ennemis, si on peut les cataloguer ainsi, savent le pouvoir des mots, le pouvoir de l'information. Encore faut-il savoir vraiment qui on combat et quelles sont les règles du jeu. Quels sont les outils qu'ils utilisent? Dès le moment où on est dans cette écoute, on perçoit les choses différemment. Dès le moment où on est dans cette écoute, où on juge pas, on ne veut pas critiquer, on ne veut pas prendre la parole absolument sur l'autre, sous prétexte que il a dit un mot, alors ça me fait penser à ça, il faut que je le dise, sinon je vais oublier. Non, juste
de laisser passer ça, mettre de côté, et de rester pendu aux lèvres de votre interlocuteur pour saisir l'essence de ce qu'il veut dire, au-delà des mots. Et là, on voit réellement si quelqu'un peut nous mentir ou pas. Le corps parle, le langage du corps, les expressions. Tout est un indice pour savoir si les interlocuteurs qui se trouvent en face de vous font écho à votre pensée, à votre esprit, à vos valeurs ou pas. Savoir si à travers un beau discours que nous avons avec nos politiques, sur ce qui est dit, remarquez, je ne sais pas si vous suivez, dans quelle mesure vous suivez la politique française et les présidentielles. Vous avez les guignols de l'info qui caricaturent Sarkozy. J'aime beaucoup cette caricature. Ils font passer Nicolas Sarkozy pour un homme qui, quelque part, s'autocritique lui-même de ces 5 années qu'il vient d'exercer. Et cet homme a un haut pouvoir pour ce qui est de la communication. Il a pratiqué à haut niveau la programmation neurolinguistique, et c'est l'art d'utiliser les mots. Et ces mots bien utilisés peuvent nous mettre dans des états seconds, ce qu'on peut appeler de l'hypnose. Mais à condition de se laisser hypnotiser, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, on peut induire. Il faut savoir, en tout cas, ce que je vais dire aujourd'hui, là, maintenant, ce ne sont que mes conclusions après 10 années passées au sein de la radio, où j'ai eu cette chance d'aborder toutes sortes de thèmes, de sujets, l'économie avec Pierre Jovanovic, la politique, la parapsychologie, les phénomènes ovnis, la métaphysique, le pouvoir de la conscience, de l'inconscient, toutes ces questions-là. Donc je me suis fait forcément, on va dire que je me suis fait mon puzzle. Et j'en apprends continuellement. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, ce que je vais dire maintenant, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. La palette est très vaste, très large. Il ne s'agit pas d'entrer dans le côté manichéen. Et dans ce sens-là, j'abonde dans le sens d'Étienne Chouard, quand il vous expliquait un petit peu ce qu'il pensait de la démocratie, comment on pouvait l'appliquer. C'est important parce que, pour ma part, je reçois toutes sortes d'avis, je vois de tout. Et si je veux retirer l'essence des choses, faut que je fasse ce calme intérieur, faut pas que je catalogue, faut pas que je sois partisan. Et s'il y a bien une chose qu'a compris le pouvoir, c'est diviser pour mieux régner. Je ne sais pas si vous avez vu, et peut-être plus les jeunes que... ça dépend des générations, quoique, ça peut parler à tout le monde, Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Il y a Gandalf le Gris. Et son maître est censé être Saruman le Blanc, des sorciers, des mages. On peut se dire, ouais, mais c'est du cinéma. Non. De mon point de vue, de ce que j'ai découvert, c'est que nous vivons une bataille, qui n'en est pas réellement une, je viendrai plus tard, entre le bien et le mal. Et comme je viens de vous le dire, c'est pas blanc ou noir. On va dire que depuis la nuit des temps, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens, dans les heroic fantasy, dans peut-être certaines cultures sur le druidisme, les Amérindiens, l'animisme, tout ça existe bel et bien. C'est ce que j'ai découvert. Les esprits existent, on communique, les énergies existent. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'information. Qu'est-ce que la matière? Aujourd'hui, on sait que c'est de l'information, une onde, voire une particule. On ne sait pas très bien, on rejoint la physique quantique. Donc ça nous amène à cette question, qu'est-ce que nous sommes? Ceux qui ont le pouvoir c'est quoi? C'est le savoir. Le savoir c'est quoi? C'est de l'information. L'information c'est quoi? C'est de l'énergie. Et tout est énergie. Soit vous savez capter cette information en faisant silence en vous pour en retenir l'essence, soit vous passez à côté de quelque chose. Soit vous séparez, vous fragmentez, dans ce cas-là vous passez à côté de quelque chose, soit vous êtes ouvert à tous les possibles. Tout ce qui peut exister, voire ne pas exister. Donc le pouvoir, lui, a connaissance de tout ça, de ce qu'est réellement le monde, l'information et le pouvoir de la conscience sur la matière. Hollywood, un formidable outil de propagande s'il en est,
Et Hollywood, ça veut dire quoi? Le bois sacré. Le bois sacré, ça peut faire référence à quoi? Par exemple, à l'iboga. L'iboga en Afrique est un bois sacré, qui amène à des états de conscience modifiés, qui nous fait voir ou percevoir autrement la réalité. On peut rentrer en communication avec des esprits, des entités. Pareil avec les Amérindiens, avec l'ayahuasca. Ces plantes, quelles qu'elles soient, nous amènent à des états modifiés de conscience, qui nous font voir plus grand que de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, qu'est la réalité. Et ces gens de pouvoir, depuis des temps immémoriaux, Sumer, l'Égypte, entre autres, avec les Templiers, les Cathares, je vous donne comme ça des fils conducteurs que vous pouvez approfondir si vous le souhaitez, ont développé et compris comment fonctionnait le monde. Et le pouvoir que nous avons tous à travers notre conscience. Notre pouvoir créateur. Parce que dès le moment où on est dans ces états modifiés de conscience, on se rend compte, par l'expérience, du pouvoir que l'on a. Et à quel point nos pensées, nos émotions créent ce qui nous entoure. Et Hollywood, le bois sacré, joue un petit peu, Walt Disney d'ailleurs aussi, en essayant de glisser comme ça, à travers ses productions, des messages qui parlent à tout le monde, au niveau inconscient. Pourquoi? Parce que on parle avec des archétypes, des symboles, des mythes universels, dans lesquels tout le monde peut se retrouver. C'est pour ça que, par exemple, Matrix est un film qui parle à tout le monde, plus ou moins. On sent qu'il y a quelque chose d'important, sans pour autant forcément saisir quoi, comment. Donc le pouvoir en place, l'oligarchie, a conscience de tout ça, et utilise ces forces-là. Parce que tout est force. Les nombres, une table. Je vous renvoie à un livre magnifique je vais recevoir vendredi prochain Maxence Laillé, qui est journaliste scientifique, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'énergie secrète de l'univers. Formidable livre, magnifique. C'est une très belle compilation qui essaye d'expliquer ce qu'est cette énergie, cette information. Et il part de la médecine chinoise, qui elle est vieille de plus de 5000 ans, comme celle qui est pratiquée en Inde. Qu'est-ce que sont les méridiens? Comment marche l'acupuncture? Il part de ce principe-là. Qu'est-ce que l'énergie? Et à travers ce livre, on va aborder des questions, on va aller sur la physique quantique, on va aller sur la mémoire de l'eau, qui a pu développer un peu Benveniste, mais beaucoup plus maintenant d'autres acteurs, et de se rendre compte que nous sommes en interaction continuellement avec tout ce qui se passe, tout notre environnement. Je vous disais que tout est énergie. On a par exemple au Japon le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est quoi? C'est l'art d'agencer les ondes de forme. C'est-à-dire que dans une pièce, un triangle, un carré, un rond, aura une influence inconsciente sur nous tous. Et en fonction de comment sont agencées les choses, cela va nous donner une sorte d'interaction avec nous, consciemment ou pas. Ce que j'ai à par là, c'est que tout est subtil et tout nous influence malgré nous, ou alors consciemment. Le tout, c'est de percevoir ces énergies. Je vous donne un petit exemple. Lorsque vous êtes dans le métro, ou dans les transports en commun, je ne sais pas comment c'est ici, peut-être à Bruxelles ou à Namur, je ne sais pas d'où vous venez, mais j'imagine que vous avez des transports en commun. Est-ce que vous avez constaté que des fois, vous avez des pensées que vous n'avez pas en dehors des transports en commun? Des pensées qui semblent étrangères à vous-même. Et généralement, c'est des pensées de peur. Peur de l'autre, peur d'être agressé. Des pensées que vous n'avez pas quand vous êtes chez vous, quand vous êtes avec vos amis. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si ces pensées étaient de vous? Moi, j'ai fait cette constatation-là. Je suis quelqu'un qui est relativement serein au quotidien, de constater que dans le métro, je perçois, je ressens des pensées. J'ai des pensées qui me viennent à l'esprit, je me dis, mais c'est bizarre quand même que j'ai ce genre de pensées, je les ai pas à l'habitude.
Et ça m'amène à cette question forcément, mais qui je suis? Est-ce que je suis mes pensées? Est-ce que mes pensées sont les miennes? Est-ce que ce qui vous anime, partisans, militants, est-ce que ces pensées sont les vôtres? Est-ce que vous êtes influencé? Est-ce que vous êtes conditionné? De réfléchir un petit peu à ce genre d'événement, de ce qui vous arrive dans votre quotidien, avec votre compagnon, votre compagne, vos amis. Des pensées qui sont en apparence les vôtres. Sont-elles réellement les vôtres? Je vais faire un petit bond d'un point de vue scientifique. Je vais parler d'astronomie. À l'heure actuelle, je ne sais pas si les différents intervenants jusqu'à maintenant ont eu l'occasion de parler, il se passe des choses très intéressantes d'un point de vue astronomique. Le système solaire, donc, se trouve dans la Voie lactée, notre galaxie, et vous savez que notre galaxie, c'est comme deux soucoupes qui sont posées l'une sur l'autre. Et le noyau, donc, serait le centre de la galaxie, avec, d'après les astrophysiciens, un trou noir. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est exactement un trou noir. On sait qu'il y a une densité qui est très forte. Certains sont partisans que cette densité attire tout et avale toutes sortes de matières. Puis il y en a d'autres qui pensent que du trou noir est expulsé de l'énergie et de la matière, et que c'est des trous noirs que sont créés les galaxies. Notre système solaire, qui se trouve sur une des branches de la Voie lactée, fait le tour donc de la Voie lactée en plusieurs millions d'années. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement on fait le tour de la Voie lactée, du centre de la galaxie, mais en même temps on fait le tour d'une manière ondulatoire. On monte, on descend, et à chaque fois on traverse le plan de l'écliptique de la Voie lactée. Le plan de l'écliptique, c'est quoi? C'est quand vous prenez vraiment de profil ces deux soucoupes, vous les associez, ça c'est le plan de l'écliptique de la Voie lactée. Et il s'avère des fois que notre système solaire est en dessous, traverse ce plan d'écliptique, se retrouve au-dessus, et ainsi de suite. Et il y a des cycles, bien connus dans toutes les grandes traditions. Les Indiens parlent de Maya, de l'illusion, en parlant de notre réalité d'ailleurs, et disent que nous sommes dans le Kali Yuga, l'âge sombre, et que nous allons vers l'âge d'or. Et cet âge-là, on peut le retrouver dans le côté un peu New Age, avec, on va quitter finalement l'ère des poissons, qui ont duré un peu plus de 2000 ans, pour entrer dans l'ère des Verseaux, qu'on dit un âge d'or, un âge de spiritualité. Je parle pas de dogme, mais je parle pas de religion. Parce que la spiritualité, on va parler de conscience, justement. C'est bien de ça dont il s'agit. Ce que nous vivons à l'heure actuelle sur cette terre, ce n'est pas tant une crise politique, c'est pas tant une crise économique, c'est une crise systémique. Nous sommes en crise à l'intérieur de nous-mêmes. Je reviens sur l'astronomie, de ce qui est en train de se passer. Nous allons bientôt, là, nous sommes quasiment sur le fil du rasoir, rentrer dans le plan de l'écliptique. Et le fait de rentrer dans le plan de l'écliptique parvient du centre de la Voie lactée des énergies très très fortes, des énergies cosmiques inconsidérables. De surcroît, le système solaire est en train de traverser une nébuleuse que les scientifiques astrophysiciens ont appelée la nébuleuse d'or. Pourquoi nébuleuse d'or? Parce qu'il y a énormément d'énergie photonique, des photons, de la lumière que nous traversons, et qui impactent directement notre système solaire. Alors c'est très intéressant. Les scientifiques n'expliquent pas réellement ça, ils le constatent seulement. C'est que le fait de se rapprocher du plan de l'écliptique et de traverser cette fameuse nébuleuse d'or, il y a une masse considérable d'énergie avec un potentiel gigantesque qui nous arrive de plein fouet et qui frappe le système solaire. Alors faut savoir que tout a un champ magnétique. Le centre de notre galaxie crée un tore. Je vous rappelle le plan de l'écliptique du centre de la galaxie avec le trou noir au centre et un pôle nord, un pôle sud, et l'énergie comme un bouclier passe sur les côtés et revient par en dessous. Et ça crée comme une espèce de donut. Vous voyez ce que c'est? Le gâteau en question américain là, avec un trou au milieu.
Et c'est ce qu'on appelle un tore. C'est un bouclier énergétique, électromagnétique. Et notre Soleil crée lui-même un tore. Et on appelle ça l'héliosphère. C'est un bouclier protecteur qui protège tout notre système solaire des énergies cosmiques, et notamment photoniques, gamma et autres. Seulement, il y a certaines lois universelles, et nous sommes régis, dans ce sens-là, à quelque chose qui nous dépasse, qui se trouve donc être le centre de la galaxie. Ces énergies sont très puissantes, considérables, impactent directement l'héliosphère, ce bouclier magnétique, qui nous protège des énergies cosmiques que crée notre Soleil. Il est tellement gigantesque ce bouclier qu'il va bien au-delà de Pluton. Je parle du bouclier qu'exerce notre Soleil, qui lui-même a un tore. Ce qu'on a pu constater, c'est que les planètes du système solaire, non seulement se réchauffent, mais en plus s'illuminent, ont plus de luminosité. Intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'on parle du changement climatique sur Terre. Dans quelle mesure l'homme est responsable? C'est une question qu'on se pose, en tout cas que je me pose. Je vous dirais pas qu'on n'est pas responsable, on y est certainement dans une certaine mesure. Mais en tout cas, ce qu'on note, c'est qu'une planète comme Uranus, Pluton, se réchauffe énormément, de plusieurs degrés, et que leur luminosité augmente. Comment des planètes se trouvant à l'extrémité du système solaire peuvent avoir des températures en hausse avec une luminosité qui augmente? On ne sait pas. On constate. Et c'est valable pour toutes les planètes du système solaire. Donc nous sommes directement impactés par les énergies qui viennent du centre de la galaxie, qui sont très fortes. De surcroît, cela a un impact direct sur l'héliosphère, donc le champ magnétique que produit le Soleil. Le Soleil a un cycle de 11 ans. Et arrivé à son paroxysme, la 11e année, c'est plus ou moins, on parle de cycle, c'est pas quelque chose de tranché. À la 11e année, généralement, il a une phase où il émet des éruptions solaires très fortes, très importantes, et qui va impacter, bien entendu, les planètes du système solaire, dont la Terre. Et normalement, d'après ce qu'on a pu en observer, en comprendre, en saisir, au bout de la 11e année, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. Et quand il inverse ses pôles magnétiques, il n'a plus de protection. L'héliosphère, ce champ magnétique qu'il produit, s'arrête durant un certain laps de temps, court, plus ou moins, avant que l'énergie redémarre et qu'à nouveau il y ait un champ magnétique qui soit produit par le Soleil. Notre planète produit elle aussi un champ magnétique, la magnétosphère, qui est directement lié et soumis à l'héliosphère, au champ magnétique solaire, et en même temps au champ magnétique qui est créé par le centre de la galaxie. Et nous prenons de plein fouet ces énergies cosmiques. Quel est l'impact sur nous? L'être humain a un champ magnétique. Et c'est pour ça que, par exemple, dans certaines traditions, on va parler de la Kundalini, des chakras, des centres d'énergie, des méridiens. On a, quand on parle de Kundalini, l'éveil du troisième œil. On va parler de la fontanelle, et que l'énergie circule entre ciel et terre. Entre la terre-mère, la terre, quelque chose de très concret, vous avez les pieds dessus continuellement, et les énergies cosmiques, le ciel. En tant qu'être humain, nous sommes des antennes et émetteurs. Et nous sommes directement dépendants de ce qui se passe d'un point de vue cosmique. Nous ne sommes pas séparés de ce qui se passe d'un point de vue cosmique. Qu'est-ce qui se passe si demain le champ magnétique du Soleil s'arrête et que nous prenons de plein fouet les énergies cosmiques? Dans quelle mesure ça va impacter notre champ magnétique en tant qu'être humain? Et c'est là où on va parler de conscience. Parce que le pouvoir en place, il sait tout ça. Et ces énergies, d'un point de vue spirituel cette fois,
Alors peut-être que je vais choquer quelques-uns, mais qu'importe. Je ne crois pas au hasard et je sais que les personnes qui se trouvent présentes dans cette salle prennent ce qu'il faut. Alors peut-être que ce sera pour elles des confirmations, peut-être que pour d'autres, ce sera des graines qui seront semées, mais le chemin fera ce qu'il faut pour chacun d'entre vous. Lorsque nous sommes à l'état d'éveil, là, comme nous sommes là, présentement, alors je trouve ça très marrant, nous avons en grande partie le cerveau gauche qui fonctionne. Le cerveau gauche, c'est tout ce qui gère, cadre, c'est la raison, le mental. Le cerveau droit, lui, est caractérisé par tout ce qui a trait au domaine de l'intuition, du ressenti, de l'émotionnel, de la créativité. Et la plupart de la journée, c'est le cerveau gauche qui fonctionne. Et vous savez comment on appelle cet état-là? Les ondes qui caractérisent cet état-là, c'est les ondes bêta. J'aime beaucoup le terme. Nous sommes en monde bêta toute la journée, en tout cas en grande partie. Nous fonctionnons avec notre mental. Nous cataloguons, nous séparons, nous fragmentons, nous jugeons. Il y a un autre état de conscience qui se fait notamment lorsque vous êtes proche du sommeil ou en méditation, petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est la partie droite de votre cerveau qui prend le relais, ce qu'on pourrait qualifier aussi peut-être de l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? On ne sait pas très bien finalement. Peut-être que l'inconscient, c'est l'union du cerveau droit et du cerveau gauche. Mais pas seulement. C'est un autre débat. Lorsque vous êtes dans cette phase juste avant le sommeil, il y a des images qui viennent à vous. Et les ondes cérébrales, si on prenait des mesures qui vous caractérisent à ce moment-là, c'est les ondes alpha. Et dans ces états-là, vous êtes beaucoup plus intuitif. Vous pouvez tirer des réponses à vos questions. Il y a certaines, toutes d'ailleurs, dans l'histoire, les traditions orales des peuples premiers, et ça à travers toute la surface de la Terre, que ce soit en Mongolie, en Indonésie, chez les aborigènes d'Australie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Nous, il y a un peu plus de 1000 ans, lorsqu'il y avait encore des druides, lorsque nous étions encore animistes. Est-ce que vous savez qu'à Bruxelles, à la place de Bruxelles, c'était un marais. C'était un marais. Et qu'est-ce qu'il y avait au centre du marais? Un menhir. Et que les alchimistes faisaient le parcours initiatique au Moyen-Âge, partaient de ce menhir, ils allaient à Paris, à Chartres, Mont-Saint-Michel, ils allaient faire un tour après dans le sud de la France, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'agit bien d'alchimie. Quand je vous parlais tout à l'heure de magie, la magie, c'est l'âme qui agit. Nous sommes dans un monde réellement qui est surprenant, qui est magique. Ne croyez pas que la réalité qu'on vous vend est celle-là. Je reviens sur Matrix, on vous met réellement un voile devant les yeux, on vous fait croire des choses. Comme disait Étienne Chouard, on vous fait croire que vous avez le choix de voter. On vous fait croire que vous avez le choix. Parce que si vous aviez conscience de votre potentialité, comme j'aime à le dire, ça déchirerait tout. Vous vous étonneriez vous-même de voir à quel point vous êtes grand et vous êtes magnifique. Et que l'union fait la force. Et c'est pour ça que je n'aime pas fragmenter. C'est pour ça que je n'aime pas dire, celui-là il est de droite, celui-là il est de gauche. Non, non. C'est comme au sein d'un couple, d'une famille. On n'est pas parfait. Nous sommes perfectibles. Il y a du bon en chacun de nous. Et le système vous a vendu un truc énorme en vous disant l'homme est un loup pour l'homme. Chapeau. Et ça je l'entends, mais alors à tour de bras quoi. Bon, on peut rien faire, l'homme est un loup pour l'homme, il est foncièrement mauvais. Et pourtant, les peuples premiers en question dont je parlais là, eux ils savent vivre en paix. Eux ils savent voir ce qu'il y a au-delà du visible. Saint-Exupéry disait la réalité n'est claire qu'aux yeux du cœur, quelque chose comme ça. Il n'y a que le cœur qui peut voir réellement. L'enfant intérieur en vous.
Et l'enfant intérieur en vous, il est là, présent, quand vous laissez un peu plus la place à votre partie intuitive, votre cerveau droit. Et là, vous avez l'association des deux avec les ondes alpha. Cerveau droit, cerveau gauche, il y a une unification qui se fait. Est-ce que vous savez qu'il y a non seulement des neurones dans le cerveau, ça c'est sûr, on le sait, mais il y a aussi des neurones dans le cœur. Et si un chirurgien, et ils le savent les chirurgiens, qui fait une opération du cœur touche cette partie-là, vous mourrez instantanément. Il y a des neurones dans vos tubes digestifs. Il y a 3 cerveaux. Et votre cœur lui a une spécificité. On ne sait pas réellement comment ça se fait qu'il peut battre. Mais son battement, lui, emmène un effet électromagnétique qui crée lui aussi un tore. On a pu mesurer ça. Et je vous renvoie encore une fois à l'énergie secrète de l'univers de Maxence Laillé. Et on parle du chakra du cœur. On parle de 7 chakras principaux. Le chakra racine, le chakra coronal pour les 2 extrémités. Comme par hasard, le chakra du cœur, il se trouve au centre. Au milieu, le 4e chakra. Et comme je vous le disais, nous sommes des antennes. Des relais d'énergie entre les énergies cosmo-telluriques. Et il se passe des choses intéressantes lorsque vous marchez. Là, je vais parler de cohérence cardiaque. Lorsque vous marchez, le balancement de vos bras, de vos jambes, vous amène dans un certain état de conscience modifié. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et là, le cœur, lui, se met dans un certain état aussi, de cohérence cardiaque, qui va faire écho aux neurones du cerveau, et notamment dans vos intestins. Vous êtes en cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire cohérence ? J'aimerais donner une image, celle du cristal. Un cristal est cohérent lorsque justement il sera dans une certaine forme de perfection dans la manière dont il sera taillé, de façon à pouvoir réfracter la lumière d'une manière égale tout autour de lui. Et si vous faites passer un laser au centre d'un cristal qui sera bien taillé, bien il y aura une certaine forme d'homogénéité sur ce qu'il renverra comme lumière. Mais s'il y a une facette qui n'est pas réellement là où elle devrait être, ou que c'est mal taillé, la diffraction de la lumière ne sera pas cohérente. Et nous sommes quelque part un peu ce cristal, plus ou moins à l'état latent. C'est incroyable de penser que d'une pierre friable et noire, comme le charbon, on puisse arriver, avec des fortes pressions, à faire du cristal, la pierre la plus dure que l'on connaisse. Je trouve ça magnifique. Et cette dernière laisse passer la lumière. Je vous parlais d'alchimie tout à l'heure, et c'est bien de ça que nous sommes en train de vivre. Ces énergies cosmiques, solaires, ont un impact direct sur nos états d'être, notre état de conscience. Et c'est justement cette fameuse nébuleuse d'or, des photons en très grande quantité que nous traversons. La lumière. Nous traversons une nébuleuse qui a une forte quantité de lumière. Est-ce que cela aurait un impact sur nous ? Est-ce que cela aurait un impact sur notre état de conscience, sur la manière de percevoir le monde ? C'est une question que je me pose continuellement, et je constate quelque chose, c'est que le système fait en sorte de vous couper de vous-même. Lui, la connaissance, à mon sens, du pouvoir créateur qui est en vous, de ce que vous pouvez réellement accomplir, de comment vous pouvez manipuler l'énergie. Et le seul moyen de pouvoir connecter cette énergie, c'est votre corps. Cette antenne. Et pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas dans la vie, le corps est la porte d'entrée pour savoir si ça c'est bon pour moi, ici et maintenant, ou si ça ne l'est pas. Pour moi, pas pour les autres, pour moi. Votre vérité, c'est votre vérité, ça ne sera pas forcément celle d'autrui. Donc le système, je reviens sur ce que j'avais commencé, a conscience que le corps, tout passe par le corps. Et que si on veut maintenir les gens
inconscients, comme des moutons, eh bien on va essayer d'étouffer le corps. Et regardez ce que vous avez à manger dans vos assiettes. Je vous parlais des 3 cerveaux, des neurones dans vos estomacs. Plus exactement l'intestin grêle. Forcément que cela a un impact. On ne peut pas mettre des pesticides, des insecticides dans de la nourriture sans forcément avoir des effets sur notre corps. La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous prenez comme nourriture? Mais je ne parle pas forcément de nourriture qui passe par votre bouche, nourriture physique, mais c'est aussi l'information. Comme information, à quoi vous vous abreuvez? Qu'est-ce que vous regardez comme programme télévisé? Comme musique? Quels sont votre entourage? Quels sont vos amis, votre famille? Est-ce que vous vous laissez polluer par les autres? Qu'est-ce que vous vous donnez à votre esprit? Vos lectures? Tout ça a un impact. Tout ça, ça nourrit. Je regarde à la radio, j'ai une chance incroyable. Tous les jours, j'ai un thérapeute en face de moi, ou un chercheur, un homme ou une femme que je trouve incroyable parce que il a réussi à mettre en œuvre. Et j'en vois des centaines. Ça fait 10 ans que je suis dans cette radio et je me dis, ouais, mais ça existe, c'est incroyable, c'est super, c'est magnifique. Et ces gens-là, ils me nourrissent quand je les interviewe pendant 1h30. Pendant 1h30, j'arrête le mental, là, quick, je coupe et j'écoute. Je juge pas, je cherche à comprendre. C'est magnifique. 1h30 de méditation tous les jours. C'est ça que j'appelle la méditation. C'est ce dont vous vous nourrissez. Ce que vous apportez à votre âme. C'est ce que vous apportez à votre âme. On est tous des enfants. Et votre enfant, il a besoin de s'exprimer. Je renvoie au Petit Prince de Saint-Exupéry. Ou encore à l'Alchimiste de Paulo Coelho. Ou de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Pour ceux qui connaissent pas. Qu'est-ce que vous vous donnez comme nourriture? Est-ce que vous savez relativiser? Est-ce que vous aimez être dans la nature? Est-ce que vous aimez être dans la discussion, pas dans le débat, débattre. Même notre vocabulaire n'est pas, est révélateur quelque part en même temps. Dans l'énergie dans laquelle nous nous mettons. Il n'y a pas à débattre, il y a juste à partager. Et de nous nourrir les uns les autres à travers nos différences. Avec les élections présidentielles, le système, l'oligarchie, a compris que le but du jeu c'était de détourner justement le centre d'intérêt sur eux, les finances, ce qui se passe, les grandes multinationales, les OGM, pharmacologie et autres. Donc on axe sur l'ennemi, ça va être le blanc, le noir, l'arabe, puis au-delà de ça, ça sera les différentes religions, sur les verts, des verts sont devenus un parti politique. Comme si l'écologie devait revêtir un parti politique. Donc on s'amuse, et puis finalement plus on cherche à sauver entre guillemets le système avec les règles du système, eh bien, on est coulé, on se coule soi-même, on s'auto-sabote en pensant vouloir bien faire, parce que le système vous invite tout le temps à être dans la confrontation. Tout le temps. La preuve, en tout cas en France, et vu que vous avez nos programmes télé, je sais pas dans quelle mesure vous les regardez, avec les émissions du genre Secret Story. J'adore. J'adore de voir à quel point le système est en train de nous montrer que c'est bon pour nous de nous marcher dessus, d'être un loup pour l'homme, de garder secret, de faire mal à son voisin, enfin, toutes les valeurs inverses de ce qui caractérise un être humain. Je reparle des peuples premiers. Pourquoi est-ce qu'on les a mis en esclavage, ceux-là? Parce qu'ils savaient. Ils étaient. Que ce soit les Amérindiens, les aborigènes. Aborigènes d'Australie, je vous renvoie à un livre extraordinaire. Message des hommes vrais au monde mutant. En livre de poche. Extraordinaire. Donc, le système a pour but de nous diviser
a pour but de vous dire que l'autre est votre ennemi. Mais l'autre, c'est même votre compagnon, c'est votre ami. T'es pas d'accord avec moi? Comment ça? Mais j'ai raison. On peut pas changer les choses. Ce n'est pas possible. Dès le moment où on continue à fonctionner avec les valeurs de ce système et de ce qu'elle véhicule insidieusement. Comme le disait Patrick Lelay, président de TF1, nous vendons à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible. Et s'il y a quelque chose à faire, le but du jeu serait de vous occuper de vous. Parce que c'est dès le moment où vous êtes à l'écoute de vous, de votre enfant intérieur, que vous pouvez suivre le chemin qui vous mènera là où vous devez être. Ici et maintenant. En fait, là j'ai parlé un peu de moi. Je suis quelqu'un qui parce que j'étais rêveur étant gamin, que je me suis nourri de ça. Et j'avais cette certitude intérieure que la vie c'était ça, que la vie était magique, qu'il y avait des choses au-delà de ce qu'on pouvait voir, au-delà des apparences. Et j'ai entretenu ça pendant de nombreuses années avant d'arriver à une conscience politique, économique, etc. Heureusement. Heureusement, pourquoi? Parce que j'ai donné une très bonne nourriture à mon enfant intérieur. Et donc je m'écoute. Je sais m'écouter. Même si j'ai grandi dans une famille où ces choses-là m'intéressaient pas vraiment, où j'étais un peu atypique, un peu le mouton noir. D'ailleurs, j'ai fait des études artistiques, donc pas quelque chose de très concret. Hein. Ça, c'est pas avec l'art qu'on va vivre. Mais bon, j'ai eu au moins cette chance, c'est que ma famille m'a dit fais ce que tu veux. Donc j'ai fait ce que je voulais. Et lorsque j'avais la vingtaine, je me suis cherché, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai des choses en moi que j'aimerais exploiter, mais par rapport à ce que me propose le système, ça m'intéresse pas. Je peux pas vivre en étant dans une entreprise à faire quelque chose de répétitif et à m'emmerder et à essayer de pallier avec des petits trucs à côté. J'ai pas envie de vivre ça. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie d'aller à l'essentiel des choses. La conscience de ce que je suis, d'exprimer mon être, tout simplement. Et dans ce sens-là, j'avais pris une feuille, un petit exercice, et je ne sais pas où ce que vous en êtes avec vous-même, mais qui peut peut-être vous aider. Sur cette feuille, j'avais noté mes points forts, ce qui me faisait vibrer, ce qui faisait écho en moi. Il y avait déjà cette écoute. Je suis quelqu'un qui foncièrement sait écouter les gens. Puis ça, c'est un truc qui me plaît. Savoir qui est l'autre, où il va, ça c'est génial. Et de me taire. Enfin, pour le coup, je parle. Mais en tout cas, commencer par savoir se taire. J'avais envie de bouger aussi. Pas forcément bouger physiquement, mais surtout bouger intellectuellement. Pas me scléroser et me figer à faire tout le temps quelque chose de répétitif. Ce qui est génial avec la radio, c'est que je peux parler de tous ces sujets-là, aborder, lire tous ces sujets. Et puis de construire mon puzzle, gentiment de mon côté, de voir comment on fonctionne tous ensemble. Et je l'ai découvert donc à la radio, ça. Mais comment je suis arrivé à la radio? Donc je vous disais, j'ai fait des études artistiques, les Beaux-Arts. 2 ou 3 années aux Beaux-Arts. Et le but du jeu, c'était de rentrer dans des écoles importantes, des écoles d'art à Paris, renommées. Et chaque fin d'année, durant 4 ans, j'ai essayé les concours en question. Et je voyais mes petits camarades des Beaux-Arts qui, eux, rentraient dans les écoles en question, mais moi, les portes se fermaient. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre, c'est pas une question de niveau. Non, c'est pas une question de niveau, j'ai le potentiel, mais ça passe pas. Et puis comme j'avais déjà travaillé un peu sur mon enfant intérieur, je me disais, si ça se trouve, c'est peut-être pas pour moi. Peut-être que ma voix n'est pas là. Et puisque j'avais, on va dire, une fibre artistique, j'ai un ami qui était auteur, compositeur, chanteur, que je connaissais depuis l'âge de 6 ans. Et j'avais foi en lui. Et je me disais, peut-être que manager, ça peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être que manager, ça peut regrouper tout ce que je viens de vous dire là. Peut-être que les portes, ça serait par là, je vais voir. Et j'avais été faire une interview d'Alain Frégé, qui est le manager d'Axel Bauer. Et puis il lui posait plein de questions. Alors c'est quoi être manager? En quoi ça consiste? L'interview se termine. Puis il me dit, t'écoutes quoi comme radio? Je dis, j'écoute Radio Nova et Oui FM, que nous avons en France. Il me dit, tu connais pas Radio Néo? Je dis non, ça me dit rien. Il me dit, c'est une radio
avec que des jeunes talents français en devenir. C'est une radio où t'as pas de publicité, t'as que des groupes, des artistes de talent en devenir, vraiment bien, tu devrais écouter. C'est sur 95.2 en Ile-de-France. J'ai dit ok, je rentre dans ma voiture, je branche 95.2 et là j'entends parler de chakra. Et moi tous ces sujets-là, c'est des sujets que j'abordais durant mon adolescence. J'ai dit putain, mais il y a une radio qui parle de ça, incroyable. Et à ce moment-là, j'avais comme job, j'étais chauffeur-livreur poids lourd. Loin des beaux-arts, hein, vous remarquerez. Hein. Mais j'ai trouvé mon compte parce que je bougeais, je me déplaçais. J'étais en contact avec les gens. Et ça, pour moi, c'était important. Et puis ça m'a permis d'avoir mon autonomie financière. On va pas rester jusqu'à vitam aeternam chez les parents. D'expérimenter la vie, quoi. Et donc, où j'en étais dans cette histoire, le poids lourd. Et durant les mois qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, j'écoutais continuellement Ici et Maintenant, 95.2. Et tous les sujets qui étaient abordés, je les voyais sous un angle totalement différent. Moi qui m'intéressais pas du tout à la politique, militantisme, j'y voyais une perte de temps. Pour moi, c'était pas ça l'essentiel. Mais là, la manière dont l'angle de vue était mis en avant, les intervenants, je trouvais ça extraordinaire. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Je veux être animateur radio dans cette radio. Pas une autre, hein, cette radio. Et je me suis dit, bon, alors, il va falloir que je me fasse licencier. Parce que ma boîte ne licenciait pas. C'était soit démission, ou alors fallait vraiment faire une faute grave. Mais pour moi, c'était une évidence que c'était cette radio. Je me suis fait licencier avant même d'avoir été à la radio en disant, est-ce que vous voulez bien de moi? Je sais pas comment j'ai fait, mais la rigueur qu'importe, parce que la vie, quand vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, elle vous sert le tapis rouge. Le tapis rouge. J'ai pas réfléchi. J'étais pas avec raison en train de me dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Laurent? Tu vas te mettre au chômage, tu veux travailler dans une radio, si ça se trouve, ils vont te jeter, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis même pas posé la question. Un appel du cœur. Un appel du cœur, c'était ça. C'est clair, c'est une évidence, c'est ça. Et toute la nourriture que j'ai pu avoir durant mon adolescence, le côté magique, j'étais persuadé que c'était comme ça. J'en avais une certitude intérieure, la foi. La foi que l'univers fonctionne avec certaines lois, bien spécifiques, et que quand on comprend ces lois, toutes les choses deviennent très simples. Simples. Il n'y a rien de compliqué. Donc je me suis fait licencier. Me demandez pas comment, je sais pas, mais mon employeur m'a dit ok. Chouette, vous pouvez toucher les assédiques, avoir une certaine forme de sécurité financière. Et par contre, mon entourage, lui, mes parents, t'es fou, mais t'es complètement cinglé. Je gagne relativement bien ma vie. J'avais un petit appartement, une voiture, tous les biens nécessaires à avoir une vie classique, je dirais. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste une nécessité, et voilà. Mais j'attachais pas plus d'importance que ça, c'était pas ça le plus important pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était vibrer, m'amuser. Qu'importe si vous ayez 60, 50, 30 ou 20 ans, on est là pour s'amuser. Pas se flageller. Et donc, je vais voir la radio, je me déplace, je voulais pas appeler, parce que appeler, je suis mal à l'aise avec le téléphone. Pour un mec qui est animateur radio, c'est pas mal. Et je voulais absolument voir de visu le directeur de la radio, ce qui a été le cas, et lui dire, je veux travailler, je veux être journaliste, je veux être animateur radio chez vous. Je lui ai balancé tout ce que je savais faire. Aussi bien mes défauts que mes qualités. Et voilà, je suis ça. Est-ce que vous me prenez? Ok. Et ça a commencé comme ça il y a 10 ans de ça maintenant. 10 ans au mois d'août. Quel chemin parcouru. Que de découvertes, de rencontres formidables, de gens extraordinaires. Vraiment. Et une chose que j'ai compris, c'était le pouvoir que nous avions en nous-mêmes. Parce que c'est pas tout d'être un idéaliste et d'écouter son cœur. Mais le mental, dans tout ça, ce qui nous permet de gérer notre quotidien, a sa raison d'être. Avoir un esprit critique. Ce que j'ai appris à la radio, c'est d'avoir un esprit critique, à le développer. À pas non pas fragmenter, mais à prendre les choses avec recul, de faire converger les informations. C'est ça que j'ai appris. Et de pouvoir faire ma tambouille, et de la retransmettre là, pour vous, aujourd'hui. Et je vous parlais tout à l'heure d'état modifié de conscience.
Et il y avait quelque chose d'extrêmement important que j'ai découvert avant la radio un petit peu, mais j'en comprenais pas réellement le sens. C'était la méditation. Dans toutes les grandes traditions, on parle de méditation. On dit, mais à quoi ça sert la méditation? Ouais, je comprenais pas. Je lisais, il y avait des exercices, je les faisais, je me mettais dans un parc, dans ma chambre. Ça me parlait pas, je comprenais pas. Je dis, ouais, ok. Donc un chemin de la connaissance de soi passe par la méditation, ouais, faire le vide en soi, ouais, à quoi ça sert? En quoi ça nourrit mon être? Je comprenais pas. Et au vu des intervenants qui venaient à la radio, je me dis, bon, même eux, ils ont ce discours. En plus de l'avoir vu dans les bouquins, ils ont ce discours. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, ça me faisait chier, excusez-moi du terme, de devoir payer pour apprendre une pratique, une technique. Pour moi, si c'était quelque chose de tellement merveilleux et grandiose, c'était quelque chose qui devrait s'offrir. Pour moi, c'était une évidence. Et j'ai découvert ça à travers la méditation Vipassana. Je vous décris un petit peu le tableau. C'est une amie qui m'avait parlé de ça lors d'un retour d'un voyage en Inde, en me disant, tiens Laurent, je connais une pratique là méditative, ça devrait super t'intéresser, ça s'appelle la méditation Vipassana. Alors pour te décrire un peu le truc, c'est tu vas dans le centre et tu vas jouer le moine durant une semaine, 10 jours plus exactement. Durant 10 jours, tu vas méditer 9 heures par jour. Durant 10 jours, tu vas manger végétarien, pas d'alcool, pas de cigarette, rien de tout ça. Et tu vas apprendre une technique. Et cette technique, elle te sera donnée petit à petit au fil des 10 jours. Et à la fin des 10 jours, tu auras la totalité de la technique. Et je suis un peu guerrier dans l'esprit. C'est-à-dire que quand je décide de faire quelque chose, j'y vais à fond, sinon je le fais pas. Ou alors je dis à la personne, si c'est pas moi qui décide, bon je le fais mais je te préviens, je suis pas emballé quoi. Donc t'attends pas forcément un résultat extraordinaire. Mais là, au vu de ce que j'avais pu lire et entendre, je me disais bon, je vais le faire, mais je vais le faire à fond. Et ce qui était très intéressant pour moi, qui avait peu de moyens à l'époque, c'était que tu donneras une donation. Tu donnes en fonction de ce que tu estimes avoir reçu. Ok, super. Si j'estime que ça m'a rien apporté, je donne rien. En plus, j'ai pas de moyens, donc c'est très bien. Tu peux donner ce que tu veux à la fin des 10 jours. Je pars, je fais ces séances, et au bout du 3e jour, il y a quelque chose de bizarre qui commence à se passer. Je me réveille un matin, et devant les yeux, superposée à ma vue, une grille kaléidoscopique, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un peu comme des nids d'abeilles. Sauf que c'était tellement près, vous savez, lorsque vous lisez un livre, et que vous approchez vraiment très près des yeux, vous distinguez les lettres, mais c'est flou, vous pouvez pas ajuster les yeux. C'est ça que je percevais. Je voyais quelque chose devant mes yeux, je dis, tiens, c'est bizarre, à chaque fois que je bouge le regard, et puis quand je ferme les yeux, c'est là, c'est présent, mais je distinguais que c'était comme des nids d'abeilles, couleur kaléidoscopique comme ça, arc-en-ciel, et je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'ils ont mis dans la nourriture? Je suis dans une secte. Sans compter qu'au début, je disais des paroles en sanskrit, il y avait la traduction, mais bon, c'est une méditation qui nous vient d'Inde. J'ai appris par la suite de d'où ça venait. Je vous le dirai à la fin. Donc je vois ça devant mes yeux et je me dis, bon, c'est quand même particulier, quoi. Et toute la journée comme ça, avec ça devant les yeux. Je dis, putain, c'est pas normal. Et je me dis, bon, demain, j'irai voir l'enseignant et je lui poserai la question de savoir si ce que je vois là, c'est naturel, c'est normal. Je m'inquiétais un petit peu. Puis le lendemain, je prends rendez-vous avec l'enseignant à midi. Puis je vois l'enseignant et je lui dis, ben voilà, j'ai quelque chose devant les yeux là, je sais pas ce que c'est, mais ça m'inquiète un peu, je trouve ça bizarre. Je lui explique. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à rire. Il dit, ah, c'est bien, continue. Faut dire que j'étais assidu. Encore une fois, je le fais à fond. Je voulais vraiment voir si la méditation pouvait m'apporter quelque chose. Donc bon, il me dit que c'est bien, ok. Je me couche. Et puis, on est réveillé le lendemain, comme tous les jours, par un gong. Un joli gong. À 4 heures du matin. Et il y a une pensée qui me traverse au moment où j'entends le gong, où je sors de mon sommeil. Il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Cette pensée, c'est « Ah non, pas encore ». Et au moment où j'ai cette pensée, mon corps
et pris de spasmes. Et quand je dis de spasmes, c'est comme si j'étais branché sur du 220 volts. Et ça me fait un choc énorme. Et dès le moment où la pensée s'arrête, la sensation s'arrête. Je dis waouh. Et de surcroît, devant mes yeux, toujours ce côté kaléidoscopique, ce nid d'abeilles. Je dis voilà, là c'est quelque chose d'important. Et quand j'avais une pensée, qu'importe la nature de la pensée, qu'elle soit positive ou négative, j'avais mon corps qui était parcouru par du 220 volts. Et c'était tellement insoutenable que pour arrêter ça, j'étais obligé d'arrêter de penser. Et donc les jours qui ont suivi, ça devait être au 4e jour, moins je pensais et mieux j'étais. Et il y a aussi une autre surprise, c'est que vu qu'il m'était difficile de penser, j'ai fait plusieurs constatations. La première, c'est que dans mon esprit, dans notre esprit, apparemment c'est comme ça que j'en ai conclu, c'est que nous fonctionnons tous comme ça. Nous avons une pensée, la pensée génère une émotion, l'émotion va être traduite physiologiquement et va aller activer dans le corps certaines glandes, certains organes. Et selon la nature de la pensée, il y a un épicentre quelque part, vous savez, comme un séisme. Il y a un épicentre, et puis comme par vague, ça se propage tout le long du corps. Et en fonction de la nature de la pensée, l'épicentre change. Mais c'est bien dans cet ordre-là. Pensée, émotion, et l'émotion génère une réaction biologique, physiologique. Ça, c'était la première constatation. La deuxième constatation, c'est que, puisque j'étais le plus souvent possible dans cet état de non-pensée, moi qui a tendance à avoir un intellect qui bouge pas mal, eh bien, je me concentrais sur l'instant présent. Et qu'est-ce que je découvrais? Eh bien, que la nourriture avait des goûts et des saveurs que je redécouvrais, que le fait de marcher, je sentais d'autant plus mon corps, des sensations que je ressentais pas avant, qui étaient toujours là, mais parce qu'il y a ce vélo dans la tête, cette boucle tout le temps, continuellement, qui essaie d'agripper des pensées, d'intellectualiser les choses, nous coupe de nous-mêmes, nous coupe de notre corps, nous coupe de ce qui est essentiel. Et d'être dans un état, j'allais dire, de paix. Une paix. Quelque chose qui est là, qui est présent, continuellement, qui est l'être. L'être, ce que nous sommes réellement en essence. Au-delà de la pensée. Descartes disait, je pense donc, je suis. Je suis pas d'accord avec lui. La question que j'aimerais vous poser, c'est qui observe qu'il y a pensée, qu'il y a des pensées? Qui observe? Qui êtes-vous? Est-ce que vous croyez être la succession d'informations de vos parents, de votre culture, de votre pays, de vos valeurs? Est-ce que vous croyez être cela? Est-ce que vous croyez être votre ego, votre personnalité? Pour ma part, non. Nous ne sommes pas cela. Il y a quelque chose en nous de beaucoup plus vaste, qui observe. Cette présence attentive, votre être, il a toutes les réponses, il connaît tout. Allez faire une séance d'hypnose chez un hypnothérapeute. Votre inconscient peut vous guérir de tout, quasiment. Je dis bien quasiment. Ça sera un autre sujet, un autre débat, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, nous avons les réponses en nous. Mais les réponses, vos réponses, ne sont pas forcément celles d'autrui. Et votre vérité, ce qui vous fait écho, touche votre enfant intérieur, n'est pas forcément autrui. Ce qui correspond à quelqu'un ne correspond pas à autrui. Un exemple, une peur, quelle qu'elle soit, peur de parler en public. Peut-être que pour vous, ça sera inimaginable de pouvoir parler en public. Et pour d'autres, c'est rien. C'est quelque chose qui se fait comme on fait du vélo.
Mais par contre, pour cette personne qui a cette facilité d'expression en public, eh bien, faire la cuisine, c'est quelque chose d'impensable. Hein. Impensable. C'est trop dur. Limite, elle en a peur. Elle dit, oh non, je veux pas, je veux pas me mettre à cuisiner, ça sera horrible, je vais flinguer les aliments. C'est pas possible. Alors que pour d'autres personnes, ça sera pas un problème. Certains auront peur du vide, sans forcément avoir d'explication, et d'autres non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas égaux face aux événements de la vie. On essaye toujours d'avoir des idéaux et de se dire « Ah, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien être comme lui, ou j'aimerais bien être comme lui. » Au-delà des valeurs que peut incarner l'individu, ce que là où j'aimerais vous emmener, c'est d'être à cette écoute intérieure de vous-même, et que peut-être que vous pouvez avoir des envies de votre petit moi, de votre petit ego qui aimerait peut-être gagner au loto, dire oui c'est génial, gagner au loto, je pourrais arroser mes amis, ma famille, je pourrais changer le monde. Mais peut-être que votre âme, votre esprit, votre enfant intérieur, lui n'a pas besoin de ça. Lui ce qu'il veut c'est s'amuser. Et il veut surtout que vous puissiez vous positionner sur qui vous êtes. Il voudrait que vous puissiez savoir la force qui est en vous. Et comme je vous l'ai dit, je ne crois pas au hasard. Donc je sais que vous tous qui êtes là, je sais que les événements que nous vivons d'un point de vue international, global, tous ensemble, tout est juste. Tout est à sa place. Et que cette crise systémique, cette crise spirituelle est là pour nous amener à nous transcender, à nous transmuter. Il y a Satprem. Satprem est un sage, comme ça que je le qualifierais, un philosophe français, qui a connu les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale, et qui, par la suite, ayant vécu une expérience de conscience modifiée, est parti en Inde, notamment à Auroville. Il a eu l'occasion là-bas de suivre les renseignements d'un maître qui s'appelait Sri Aurobindo et de mère. Et j'imagine qu'on les connaissait un petit peu Auroville, et ce qu'Auroville a pu développer, à quel point ils ont créé une ville, une communauté alors que c'était un désert, à quel point la créativité a pu s'exercer durant de nombreuses années là-bas. Et Satprem parlait de son expérience dans les geôles nazis. Et il l'exprime très bien, vous pouvez retrouver ça sur internet, Satprem, S-A-T-P-R-E-M. Et il disait quand vous êtes dans votre cellule et que vous savez que tous les jours il y a les geôliers qui sont là pour prendre quelqu'un au hasard et le fusiller ou le torturer, nous en tant qu'êtres humains, quand vous êtes privé de nourriture, que vous êtes dans une petite cellule comme ça, avec la salubrité qu'on peut imaginer et puis les tensions qu'on peut imaginer, à quoi l'être humain se raccroche dans ces moments-là? Est-ce qu'il se raccroche à la philosophie? En quoi la philosophie peut l'aider? En quoi la philosophie peut lui permettre de se transcender? Est-ce qu'il va se raccrocher à la religion? Est-ce qu'il va se raccrocher à ce qu'il essaie de connaître? Ou ce qu'il croit savoir de lui, de ce qu'on lui a inculqué, de ce que lui-même a pu se donner comme culture générale? Et ce qu'il a sauvé, c'est de connecter cette partie en lui qui est beaucoup plus vaste. L'être. Et de savoir que finalement la vie, la mort, tout ça n'existe pas. C'est un changement d'état, de vibration. La conscience est. Encore une fois, qui observe en vous là, en ce moment? Qui observe? Donc dans cette notion de combat que nous vivons, on va dire que les forces du mal, pour moi, ont un rôle. L'ombre permet à la lumière de vibrer. La maladie nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas, qu'il faut réharmoniser, réajuster. Tout ce qui nous arrive d'effroyable en apparence dans notre vie que nous ne souhaitons pas avec notre petit ego est là pour une juste raison. Ça sert quelque chose de plus vaste et plus grand que nous. Et que la Terre, en ce moment, à l'heure actuelle, de par les énergies que nous
recevons du centre de la galaxie, de par ces cycles dont je vous ai parlé, eh bien vous amène à vous reconditionner différemment. Et quand je dis reconditionner, c'est-à-dire de vous apporter d'autres croyances. Parce qu'on ne peut pas vivre sans croyances. On est là dans la matière pour vivre, incarné dans la matière, pour nous amuser. Mais c'est à nous de choisir, comme le disait Étienne Chouard, quelles règles nous voulons. Quelle direction souhaitons-nous prendre? Et puisque le corps est la porte d'entrée à toutes les réponses, le système a bien compris qu'il fallait polluer notre corps, polluer notre esprit, avec toutes sortes d'informations. Avec notamment la pharmacologie. Est-ce que vous avez besoin d'une petite pilule le soir pour vous endormir? Est-ce que dès vous avez le moindre bobro, hop, une petite pilule? Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi cette douleur? Qu'est-ce qu'elle essaie de me montrer? Il n'y a pas de hasard, chaque chose a un sens. Et pour savoir le sens, il faut écouter son cœur. Individuellement, pas ce que les autres pourront vous conseiller, pas moi-même ce que je suis en train de vous dire là. De ce que vous pouvez connecter en vous qui peut répondre à vos attentes, à vous, vos désirs intérieurs, cet enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que vous vous donnez comme nourriture? C'est vraiment peut-être le plus important. Encore une fois. Parce que dès le moment où le corps est affaibli, il y a les connexions qui ne peuvent pas vraiment se faire. Et votre conscience est altérée, votre discernement est altéré. Toutes sortes de nourriture. Intellectuelle, spirituelle, culturelle, physique, dense, l'eau que vous buvez. L'eau a une extrême importance. Nous sommes composés d'eau à hauteur pour un adulte de 68%, un enfant 90%. Les molécules d'eau, il y a un film en ce moment qui sort, la salle de cinéma français, il va sortir en DVD, Water. Regardez ce film-là. Je vous invite à le regarder réellement. Il va changer votre vision de vous-même et de comment nous fonctionnons les uns avec les autres. C'est un film incroyable. Donc le corps, la porte d'entrée pour avoir les réponses à vos questions. Et la méditation aide à cela. Pourquoi? Il y a le Dalai Lama qui a ouvert un centre aux États-Unis, justement. Le but du jeu, c'est de faire des expériences scientifiques auprès de moines tibétains, des moines confirmés, et de constater que justement la méditation amène des états modifiés de conscience, nous met en monde alpha. Et que dès le moment où on se met dans cet état vibratoire, on parle de vibration, il y a des choses qui se passent. On a beaucoup plus de recul vis-à-vis des choses, beaucoup plus de discernement. Et nous sommes moins esclaves. Esclaves de quoi? De l'extérieur. Parce que tout se trouve à l'intérieur. L'homme, de manière compulsionnelle, essaye de remplir un vide intérieur par des choses matérielles à l'extérieur. D'où la société de consommation. Et le système a bien compris ça. Tout le temps, l'insatisfaction. Tout le temps nourrir l'insatisfaction. Non seulement des autres, divisé pour mieux régner, mais non seulement de tout ce que vous pouvez consommer, de tout ce que vous pouvez peut-être espérer en vous disant, tiens, je vais avoir ça, ça va m'apporter de la joie. Illusion. C'est en soi que se trouve la joie. L'enfant intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Dès le moment où on se met dans cet état-là, de conscience modifiée, que la méditation peut apporter, le discernement apparaît. L'écoute du corps apparaît. Et forcément, si vous êtes à l'écoute du corps, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Les vôtres, pas les autres, les vôtres. Vous reprenez votre pouvoir en tant qu'être humain. Vous êtes créateur de votre vie. Et vous voyez l'impact directement de ce que... Alors là, ça demande de la pratique. J'ai une intuition. Moi, l'intuition était que je devais rentrer dans cette radio. C'était ça. J'ai pas mentalisé en disant, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent, comment je vais gérer, etc. Et s'ils me refusent, et j'aurais pu continuer comme ça à établir des plans sur la comète. Et me limiter. La vie, votre intériorité, l'inconscient, il est là pour vous servir. Et dès le moment où vous écoutez votre enfant intérieur, dès le moment où vous écoutez votre intuition, cette petite voix, je peux vous garantir que c'est le tapis rouge. Vous allez faire les bonnes rencontres au bon moment. J'ai été SDF à un moment donné.
Et dans cet esprit-là, j'avais le désir d'importer des bijoux en provenance d'Inde, des pierres semi-précieuses, et de les vendre sur les marchés, les festivals, etc. Et j'avais peut-être deux mois devant moi, et dans 2 mois j'étais à la rue. Mais je m'en faisais pas. Pour moi, c'était une évidence que la vie, je ne sais pas par quel moyen, je n'en sais rien, mais ça, c'est pas mon problème. La vie s'en charge. La vie allait m'aider pour pouvoir répondre à ce qui m'était nécessaire. Pas le superflu, nécessaire. Et dans cet esprit de vouloir créer l'importation de bijoux, etc., j'entends parler d'une nana qui était dans le 19e arrondissement à Paris, qui était en HLM, et qu'on vient d'un rendez-vous, on se parle. Et je lui pose des questions sur son métier, etc. Et puis, je vois très bien qu'elle est malade, cette femme. Et effectivement, elle avait une maladie dégénérative. Pardon ? Sclérose en plaques, merci. Elle avait une sclérose en plaques. Et elle était dans un logement HLM. Et pour elle, c'était vital, il fallait qu'elle parte. Si elle quittait pas Paris, si elle quittait pas cette cité-là, elle crevait. Elle était certaine, demain je suis mort, donc il faut que je parte. Et je partirai dans 2 mois, le 1er janvier. J'irai en Bretagne, mais le problème c'est que c'est un logement HLM. Et que je veux pas partir en lâchant ce logement, je reviendrai plus tard, par la suite. Et je lui explique mon cas, ma situation. Je lui dis, voilà, moi, dans 2 mois, je suis à la rue. Si tu veux, on peut peut-être faire un échange. Ah, mais super. Et je lui dis, mais je te préviens, j'ai pas d'argent, je peux pas te payer le loyer, je peux rien faire, quoi. Il me dit, c'est pas grave, au moins, t'es le gardien. Tu restes là, tu me payes pas de loyer, prends le temps de retrouver un job, de faire ce que t'as à faire, et puis tu me paieras en fonction de ce que tu gagnes. Et on a joué le jeu comme ça. Donc j'ai été SDF sans lettres. C'était pas chez moi, mais j'avais un toit au-dessus de la tête. Ce que je veux vous dire, c'est que, parce que je m'en faisais pas, parce que j'étais dans l'action, j'avais des rêves. Mon rêve, c'était de réaliser, avoir ma camionnette, faire les marchés, vendre mes bijoux, etc. C'était ça mon trip. Même si ça s'est pas fait d'ailleurs. Et c'était ça mon trip. Et que les rencontres, le fait d'être pas dans cette inertie, pas dans cette passivité, mais d'être dans l'action, d'écouter vos rêves. Même si ça débouche sur rien, en apparence. C'est peut-être tout simplement un conduit, un sas par lequel vous devez passer, qui vous amènera quelque part, mais vous savez même pas où. Mais la partie intérieure en vous, celle qui est plus vaste que vous, sait où cela va vous mener. Peut-être qu'avec votre mental, vous êtes sur la route. Par exemple, je suis venu là en voiture. Je dois aller d'un point A à un point B. Je sais où je dois aller, mais je sais pas comment y aller. Et ça, je le découvre au fur et à mesure de la route. C'est la route qui, à un moment donné, tiens, devant moi, là, il va falloir que je prenne une courbe à droite. Mais après, ce qu'il y a, cette courbe-là, je sais pas, il y a une montagne, il y a des arbres, j'en sais rien. Mais je ne me pose pas la question, et normalement, je pense aussi pour vous, vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y aura après l'arbre. Vous suivez la route. Vous vous laissez porter. Et la vie, c'est ça. Elle est fluide. La vie, c'est comme l'eau. C'est fluide. Regardez ce que vous faites quand vous mettez de l'eau et qu'elle n'a pas la possibilité pour elle de circuler. Elle croupit. Elle meurt. C'est une eau qui n'est plus vivifiante, qui n'est pas vivante. Nous sommes identiques. L'eau, c'est la vie, on dit. Magnifique. Comportons-nous comme des molécules d'eau. Laissons-nous porter. Non pas par la raison, par le cœur. Et de voir que finalement tous nos besoins seront satisfaits par la vie. Et que vous serez toujours là où il faut que vous soyez pour vous. Bon pour vous, pas pour les autres, pour vous. Malheureusement, ça fait plus de 2000 ans, ouais, approximativement, que nous avons, nous, dans les pays occidentaux, l'esprit judéo-chrétien. Il a bien fait son travail de sape, je parle du dogme religieux, à savoir bannir le corps. C'est pas pour rien. Parce que comme je vous le disais, les instances de pouvoir savent l'importance du corps. Et c'est pas pour rien qu'on a renié la femme, qu'on a renié la terre, mère, qu'on a renié le corps, tout ce qui avait trait au sexe. Parce que c'est là que tout se joue. L'énergie de vie, elle se joue là, le corps. C'est concret. Donc, 2000 ans d'esprit judéo-chrétien.
où on vous a fait croire que déjà vous naissiez, pas de peau pour vous, vous naissiez pécheur. Rien demandé à personne, culpabilité directe. Et même si à l'heure actuelle, nous vivons dans une société qui s'est en apparence affranchie du dogme religieux, notre esprit, notre culture, les valeurs qui nous animent sont encore judéo-chrétiennes. Je parle dans nos pays occidentalisés. J'entends les pays de l'hémisphère nord, surtout l'Europe. Bon, le protestantisme, c'est pareil pour moi. L'esprit judéo-chrétien. Voilà. Et dans cet esprit-là, à l'image de Jésus, qui faisait de la politique sans en faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup Étienne Chouard. Coucou Étienne. Parce que cet homme-là, il parlait de conscience, il parlait d'amour. Et remarquez à quel point il gênait. Il faisait de la politique sans en faire. Parce qu'il parlait des choses essentielles. Le nœud du problème, c'est la conscience humaine. Et de là, tout découle nos actes, nos pensées, nos faits et gestes. La conscience. Tout commence là. Donc, la question que j'aimerais aborder avec vous, ou la question, je sais pas, c'est pas tant une question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous faites mal? Dans quelle mesure est-ce que vous culpabilisez? Pour dire à quel point c'est pernicieux cet esprit judéo-chrétien, c'est que moi, en tout cas, ma famille, l'esprit qui animait ma famille, c'était ma grand-mère. Elle avait une phrase qu'elle me ressortait régulièrement, et qu'elle a donc enseignée à mon père. C'était « La vie, c'est une tartine de merde, et tu t'en fais un peu tous les jours. » Mais nos aïeux étaient comme ça, hein. Parce qu'ils étaient de la campagne, c'était dur, quoi. Hein. C'était la limite un peu de la survie. Sans parler des différents régimes politiques, monarchiques ou autres. Eux, ils étaient en contact avec l'essentiel. L'essentiel. Et donc la vie était dure. Là, nous sommes affranchis justement de cette dureté grâce à la technologie. Donc je rejoins Étienne sur justement le fait que les robots, ils servent à quelque chose. Hein. Le côté répétitif, autant leur donner. Hein. Donc, ma grand-mère disait ça à mon père, qui forcément me l'a retransmis, les fameux anathèmes. Mesdames, vous allez accoucher dans la douleur. Vous allez souffrir. Vous allez enfanter. Et perdre du sang. Dans quelle mesure, mesdames, lorsque vous avez eu vos premières règles, comment vous a considéré vos mères? Est-ce que c'était caché? Est-ce que c'était bien d'avoir ces règles? Ah, ma fille, c'est super, t'as tes règles, t'es une femme maintenant. Ou alors c'était, on n'en parle pas, surtout ne pas en parler. Ouais, bon voilà, tu dois mettre des serviettes tous les mois, ce sera comme ça ma fille, ouais, comme ça. Donc les mœurs évoluent, heureusement. Hein. Mais en tout cas, dans cette notion de sacrifice, Jésus est mort sur la croix pour nous. Eh bien, ça perdure dans l'esprit. Et donc, en bon chrétien que nous sommes, nous devons souffrir. Et le système a bien mis ça en place. Tu dois souffrir. Et c'est pour ça que, et je reprends les propos d'Étienne dans une de ses conférences sur Internet, c'est remarquer que c'est toujours ceux qui sont les plus endurants à la douleur qui sont au poste clé. Ceux qui arrivent le plus à mentir, à tromper. C'est eux qui sont récompensés. C'est eux qu'on met au sommet, entre guillemets, de la petite pyramide que sera l'entreprise ou autre. Ils ont une aptitude à la souffrance plus grande. Et donc, une aptitude à faire souffrir plus grande. Et eux, pour le coup, pas de remords. Hein, alors, c'est des généralités, bien entendu. Hein. Mais ce que je veux par là, c'est que c'est tellement pernicieux que ça nous arrive même pour nous. Je parlais de ma grand-mère et de ce qu'elle avait inculqué à mon père, de ce qu'elle nous avait transmis. Et donc, c'est pas bien. Nos visions individuelles, telles que vous envisagez la vie, déjà vous êtes toujours dans le doute. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que c'est bien les valeurs qui m'animent? Est-ce que je suis une bonne personne? Et puis des fois, on vous a tellement inculqué cette idée qu'il est bon de souffrir que vous vous faites mal inutilement. Réellement. Parce que avoir mal, messieurs, c'est à vous que je parle surtout. Là. C'est une bonne chose. Vous êtes virils, vous êtes des hommes. C'est bien. Et puis ça nourrit l'ego. Ah oui, j'ai mal là. Oh, mais regarde, je tiens bon.
Je peux y aller. Je suis un bon père de famille. J'assume. Donc cette notion d'aller au charbon, entre guillemets, et de se faire souffrir, a été valorisée dans notre société. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Et donc, moi, mon travail, au fur et à mesure de ces années, ça a essayé de me délester de ce qui ne me sert pas, de ce qui ne me correspond pas, qui n'est pas moi. Moi, c'est l'enfant intérieur qui a envie de la joie, qui a envie de s'amuser, de se faire plaisir avec les autres, parce que tout se fait dans le partage, hein, bien entendu. Et la méditation peut vous amener, et les thérapies quelles qu'elles soient, de développement personnel, choisissez, il y a plein d'outils, choisissez, peut vous amener à reconsidérer ce que sont les maux du corps, les maux de l'esprit, et d'accepter de vous en débarrasser, de revenir à l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Le bonheur frappe à la porte. Vous ouvrez la porte. Coucou, je suis le bonheur. Est-ce que je peux rentrer? Qu'est-ce qui se passe si le bonheur rentre dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Et bonheur, j'entends simplicité. Chose essentielle. Pas le superflu, l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir, ça? À moins que vous avez besoin de nourrir encore le fait de vous battre, de devoir vous battre contre quelque chose d'extérieur. Dans la conscience que j'ai pu avoir, de ce que j'en crois aujourd'hui, c'est que nous sommes tous issus de la même source, le point comme un. Tous issus de la même source. Et pour moi, c'est une réalité tangible que nous sommes tous reliés. Jung, disciple de Freud, avec l'inconscient collectif, parlait de l'inconscient collectif. Les synchronicités, regardez ces hasards qui n'existent pas. Pensez à un ami, le téléphone sonne, tiens, je pensais à toi. Vous vous retrouvez à l'autre bout de la France, vous rencontrez quelqu'un de la famille, un ami, des circonstances comme ça, des heureux hasards, vous pensez à quelque chose dans votre voiture, vous vous dites, ah là j'ai un problème, j'ai ça, et puis, est-ce que vous faites attention à la musique qui passe, à la chanson qui est en train de passer, qui est en train de répondre à votre problématique? Ces petits heureux hasards qui sont là pour, comme le petit pousset qui met ses petits cailloux blancs comme ça le long du chemin, ils sont là pour vous aider. Mais vous êtes trop dans le mental pour voir. Il n'y a que l'instant présent, l'attention au corps qui peut vous apporter la solution, ou les solutions. Parce que là vous êtes branché, l'antenne. Votre antenne intérieure, elle est là, elle capte vos informations intérieures, l'intuition, et vous allez avoir vos réponses à vos questions. Vous avez une problématique, mais quelque chose qui dans la vie vous tracasse réellement, d'un point de vue individuel j'entends. Faites silence. Ne pensez pas à la problématique. Ouais, la solution elle vient quand on la cherche pas. Ne pensez pas, faites silence en vous. N'attendez rien. Et vous allez voir, comme par miracle, les réponses. Mais que vous n'auriez même pas envisagé, même pas imaginé. Parce que vous aviez verrouillé. Pour vous, la réponse se trouvait forcément dans ce cadre. Toujours des cadres. Toujours avec des étiquettes de ce que vous croyez connaître. C'est des croyances. Mais les cadres sont là, sont mis en place pour être dépassés, transcendés à chaque fois. Les institutions, si elles nous servent à un moment donné de notre histoire, c'est à un instant T. Et ça fluctue, ça évolue. Nous évoluons. Nous sommes la vie. Tout évolue, tout change continuellement. Pourquoi vouloir figer les choses? Et il n'y a que dans ce silence intérieur que les solutions peuvent apparaître, pas autrement. S'il y a une chose que vous devez retenir de tout ce que je viens de dire, parce que j'ai nourri votre mental, un petit peu quand même, hein, il y a besoin, c'est le corps. L'attention à votre corps et la nourriture que vous lui donnez, à tout point de vue. Et dès le moment où vous travaillez sur vous-même, vous vous lâchez de croyances, de conditionnements qui ne vous servent plus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir de croyances. Ça veut juste dire de lâcher des croyances qui ne vous servent plus maintenant. Et les énergies cosmiques sont là présentement pour nous aider à ça. Et que cette crise que nous vivons, systémique, nous invite à sortir du cadre,
Et c'est pas par le système tel qu'il est qu'on va sortir du cadre. Et pour moi, ça passe par un retour à la terre. Parce que le système, son but, c'est déjà d'une part que vous soyez coupé de votre corps, et d'autre part, c'est de vous faire peur. Là, je vous envoie à Naomi Klein et la théorie du choc, la stratégie du choc. Merci. Et ce qui s'est passé en Argentine, ce qui se passe en Grèce, la Grèce, symbole de l'Europe, intéressant quand même. Tout vient de là, et c'est lui, ce pays-là, qui est touché en premier. Et j'avais raconté, je vous le raconte si jamais vous ne la saviez pas, à la revue de presse avec Pierre Jovanovic, les synchronicités, parce que Pierre aime bien justement jongler avec les mythes et légendes, notamment athéniens, ou de la Grèce antique. Comment s'appelle ce bateau qui a échoué près des côtes italiennes ? Concordia, merci. Concorde. Être en accord. C'est la déesse de l'accord, des bonnes ententes. Le Concordia. Déesse grecque. Le jour où le bateau a échoué près des côtes, c'était un vendredi 13 février, me semble-t-il. C'est ça ? Ouais. La Saint Concordia, cette déesse, sa fête, c'était 2 jours après. Petite parenthèse, je continue. Le capitaine de ce navire, au sein duquel se trouvaient toutes sortes de nationalités différentes, de gens qui parlaient toutes sortes de langues différentes, le capitaine du navire était ailleurs. Incroyable mais vrai. Le capitaine du navire était ailleurs au moment où ce bateau fait naufrage. On lui demande de revenir. Capitaine! Oh non. Je préfère être là où je suis, là, à terre. Bonne chance les gars. C'était une panique totale, radicale. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque niveau du bateau avait le nom d'un pays européen. Chaque niveau du bateau avait le nom d'un pays européen. Symboliquement. Il n'y a pas de hasard, la vie est là pour nous montrer des signes. Est-ce qu'on sait les voir ? Et l'Europe est en train de sombrer à travers ce bateau, et le capitaine n'est pas là. Ah oui, il n'y a pas de capitaine. Et c'est l'anarchie, pourquoi ? Parce que les gens parlent des langues différentes. Incroyable mais vrai. L'anarchie. La concorde entre les différents pays est en train de sombrer. Et c'est pour ça que nous voyons de plus en plus de pays européens refermer leurs portes. Les extrémismes, entre guillemets, mais là je ne rentre pas dans ce débat-là. Encore une fois, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a cette idée-là de vouloir fermer les portes sur ce que l'on connaît, ou croit connaître. Donc le corps. Retenez juste ça. Travaillez sur vous, écoutez-vous, donnez-vous du bien, du plaisir, nourrissez-vous de bonnes vibrations. Qu'importe ce que cela soit pour vous, mais nourrissez-vous de choses qui vous font plaisir. Et surtout, marcher coûte rien. Et ça permet de réharmoniser, de faire cette cohérence cardiaque. D'unir toutes les différentes parties de votre être. La nature, le contact avec la terre. Et tout va se jouer là. Parce que les institutions en question vont faire en sorte de nous infliger un peu un monde à la Orwell, 1984. De verrouiller tout ce qui fait la communication, Internet certainement aussi. Et le retour à la terre. L'essentiel, ça sera ça. Retour à la terre, à mon sens. Des petites communautés qui seront en contact grâce à Internet. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Nous vivons des temps magnifiques, extraordinaires, qui nous permettent de savoir qui nous sommes, qui nous permettent de nous positionner. S'il n'y avait pas le bien, comment savoir ce qu'est le mal ? Et s'il n'y avait pas le mal, comment savoir ce que c'est que le bien ? Tout est une question de choix. Et l'un et l'autre sont utiles. Il ne s'agit pas de dénigrer. Chaque chose a son utilité. C'est parce qu'il y a le froid que j'apprécie le chaud et inversement. Donc les forces de l'ombre, entre guillemets, sont en train de tenter de prendre le pouvoir parce qu'elles veulent garder justement ce savoir-là qu'elle connaît, elle, depuis des temps immémoriaux. Elle en a bien conscience.
Vraiment, vraiment bien. Et elle sait utiliser la magie. Et quand on parle de magie, il y a des mages et il y a des sorciers, oui. Et c'est vraiment ça. Donc sachez que puisque tout est information, vos pensées sont de l'énergie, donc de l'information. Vos paroles, quand on parle à quelqu'un, l'intonation, les gestes du corps, tout ça, c'est de l'énergie, c'est des flots d'informations que je suis en train de vous envoyer. Et c'est pas tant comment vous allez les comprendre intellectuellement, mais c'est comment vous les percevez avec votre cœur. C'est ça qui est essentiel. Être dans l'écoute, c'est ça. Faire silence en soi. Et de savoir que chaque pensée, chaque geste, chaque parole a un impact sur les autres. Vous êtes créateur, réellement. Et s'il y a un chemin à suivre, c'est le chemin de votre enfant intérieur. Vraiment. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. C'est magique. La vie est magique. Laissez-vous porter. Vous n'avez qu'à vous laisser porter. Et ceux qui s'intéressent un peu au Tao, de Lao Tse, le non-agir. Comment peut-on agir sans agir? C'est quoi ce délire? Parce que dès le moment où on est dans ce flux, c'est ce que disait Jésus ou Bouddha ou tant d'autres grands maîtres, ce n'est pas moi, c'est le Père, l'énergie du Père, Mère, c'est cette énergie-là, la vie en moi, qui coule en moi, c'est pas moi. Moi je ne suis que le serviteur de cet enfant intérieur. Vous n'avez rien à faire, juste à servir votre enfant intérieur. Lui il sait. Après ce que vous mettez comme mental, qui puisse au moins ce mental vous permettre de gérer votre vie, votre quotidien, avec votre agenda, à la journée, au quotidien, au jour le jour. Ce sera déjà pas mal. Juste ça. Merci à vous. Alors, je veux bien répondre à vos questions, potentiellement. S'il y en a qui veulent ou pas, je sais pas ce qui se passe. Oui. Mais il faut absolument que j'aille aux toilettes. C'était plutôt un petit plus d'information. Concernant un moment, vous avez employé plusieurs fois le mot bien et mal. Pardon? Plusieurs fois, vous avez employé le mot bien et le mot mal. Et en fait, là, on est de nouveau dans la division. Alors, je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas ce truc qui nous vient du judéo-christianisme, entre autres, par harmonie, disharmonie. Je prends un exemple. Vous avez un jeune malfrat qui prend en otage une personne. Un policier arrive, tue le jeune malfrat. Alors, pour la personne qui était otage, c'est bien ce qu'a fait le policier. Pour la mère du jeune malfrat, c'est mal ce qu'a fait le policier. On a déjà divisé. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un acte ou un fait disharmonieux. Et puis alors après, évidemment, moi, ce que je prône toujours, c'est quoi que vous fassiez dans la vie, quel que soit le temps, le moment, faites-le avec harmonie. Faites-le avec harmonie. Recherchez tout. Dans tous vos métiers, dans tout ce que vous faites, si vous cherchez l'harmonie, même en faisant la cuisine, même en vous promenant, si vous cherchez l'harmonie, vous allez toujours, à un moment ou à un autre, vous retrouver votre équilibre. Et se retrouver quelque part, ce que j'expliquais tout à l'heure, en communication avec la vraie source. C'est-à-dire nous tous. Bonjour. Je voulais savoir, parce que vous n'avez pas répondu à la question, le Vipassana. Vient de qui? Qui a inventé le Vipassana? En fait, c'est Bouddha, Gautama Siddhartha, qui a créé cette pratique. Et il l'avait enseigné à l'époque, il y a 2500 ans de ça, dans toute l'Inde, et ça s'était répandu. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont partis par la suite dans toute l'Asie pour enseigner cette pratique. Et chaque étudiant, élève et nouveau maître qui a eu cette pratique, qui l'a transmis en Chine, au Japon, dans toute l'Asie,
a été plus ou moins modifiée au fil des temps et au fil des élèves et de ceux qui étaient le réceptacle de cette pratique. Et elle a été gardée intacte dans sa pratique en Birmanie, jusqu'à ce que, alors en Birmanie, au-delà de la dictature, ça n'a pas toujours été le cas, il y avait bon nombre d'émigrés indiens qui vivaient en Birmanie, qui étaient donc d'origine indienne. Et parmi eux, il y avait une famille et un homme qui s'appelle Esen Gwenka. Et cet homme, à 20 ans, il était déjà milliardaire. Une riche famille venant d'Inde, vivant en Birmanie. Milliardaire. Seulement, il avait un problème de santé important. Il avait des migraines très lancinantes. Et vu qu'il était milliardaire, c'était pas trop un problème pour lui d'aller voir les plus grands spécialistes à travers le monde pour faire disparaître la migraine en question. Seulement, le problème, c'est que tous les grands spécialistes en question n'avaient pas de solution à lui donner pour faire disparaître ses migraines. Alors moi, je suis pas migraineux, mais j'en ai rencontré sur ma route, et apparemment, c'est quelque chose qui peut être très très fort, très intense pour le corps. Et donc, il était un peu désespéré, dans le sens où, de surcroît, ses migraines étaient tellement fortes qu'il prenait des opiacés pour faire disparaître la douleur. C'est la seule alternative. Et les médecins lui disaient, de toute façon, genre, si c'est pas la migraine qui vous tue, ça sera les opiacés, puisque vous allez devenir addict, drogué. Et donc, il était désespéré de ce côté-là. Et un de ses amis qui, à un moment donné, lui dit tiens, tu devrais essayer d'aller au centre de méditation là, qui se trouve en ville. Il paraît qu'il peut se produire des miracles en pratiquant cette méditation. Peut-être que ça peut t'aider. Donc, il décida de s'y rendre. Et l'enseignant de l'époque, c'était un birman qui travaillait au gouvernement birman, qui était ministre. Bon, c'est pas ce qui apparaissait en premier en tout cas. Et cet homme répond aux questions de Esen Gwenka. Et Esen Gwenka, les questions, c'était cette pratique méditative, moi je suis hindou, ça me pose un peu un problème. Est-ce que c'est compatible avec la méditation que vous proposez? Et le maître en question lui disait bah oui, nous c'est une technique. On vous enseigne une technique. Qu'importe votre religion, vous êtes le bienvenu s'il s'agit d'une technique. Ah bon, bah super alors. Et l'enseignant demande à Esen Gwenka, mais pourquoi est-ce que tu veux pratiquer? Et Esen Gwenka lui dit, bah voilà, j'ai des migraines impossibles, je suis sous opiacé, je veux m'en débarrasser, on m'a dit que votre pratique, votre technique pourrait me permettre de faire disparaître mes maux de tête. Et là, l'enseignant lui dit, ah bah là, je peux pas t'accepter. Esen Gwenka lui dit, comment, je comprends pas, je viens de vous demander si c'était un problème que je puisse venir vous voir et que vous m'enseigniez cette technique, et vous me dites là que vous pouvez pas m'enseigner. Je dis non, c'est pas que je peux pas te l'enseigner, c'est que les motivations qui sont les tiennes, à savoir faire disparaître ton mal de tête, n'est pas une justification suffisamment importante pour que je t'enseigne cette technique. Cette technique permet de connaître qui tu es, de te débarrasser de la souffrance. Dans tous les sens du terme, souffrance de l'être, pas souffrance physique. Si il y a disparition de la souffrance physique, ça vient en conséquence d'eux. Mais c'est pas ce pourquoi tu dois faire cette technique. Donc, je te refuse, ne viens pas me voir. Par contre, si tu changes d'avis plus tard, si tu réfléchis à la chose, si tu as envie de changer, si tu as envie d'être plus heureux, dans ce cas-là, tu viens voir et je t'enseignerai la technique. Et c'est ce qui s'est passé. Et Esen Gwenka, donc, a su par la suite de ce maître birman qu'il y avait une légende. Et cette légende disait que c'est Bouddha qui l'avait donné, il y a 2500 ans de ça. Il avait prédit que un homme, un Indien, retrouverait la pratique et la technique, et que cette technique se répandrait à la surface de la planète, au moment où l'homme en aurait le plus besoin. Siddhartha Gautama Bouddha. Et donc cet Indien, quand il a appris sa technique, sa vie a changé, mais radicalement. Lui qui était milliardaire, hautain, qui n'a pas de considération pour les autres, les faibles et tout ce qu'on peut imaginer des gens de pouvoir, s'est mis à changer radicalement. Et puis, comme généralement c'est souvent le cas, il devait rentrer en Inde parce que sa famille se trouvait en Inde, et notamment sa mère était malade.
Et il a proposé à sa mère, à ses parents, qui étaient hindous, de leur enseigner la technique, pour justement faire passer peut-être les douleurs de sa mère, de ses parents. Et donc il a enseigné pour la première fois auprès de ses parents, et puis de petits groupes d'amis qui étaient là. Et à la fin des 10 jours, ils étaient tellement éberlués par cette pratique, cette technique, de ce que ça leur avait apporté. Il dit, mais faut que tu recommences, faut que tu l'enseignes, c'est incroyable. Puis fil en aiguille, comme ça, des groupes de plus en plus grands se sont constitués, puis des centres en Inde, et puis maintenant partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Et c'est une technique, et c'est ça le plus magique dans cette histoire, qui s'enseigne, et qui ne vous coûte que ce que voulez-vous bien donner à la fin. Vous êtes nourri, logé, pour une semaine, 10 jours, vous apprenez une technique que vous pouvez appliquer au quotidien. Et vous donnez ce que vous voulez. Pour ma part, puisque je vous avais dit que j'étais persuadé qu'on m'avait mis quelque chose dans la nourriture, enfin persuadé, j'y ai pensé fortement, je me dis, il mis de la drogue, quelque chose, un truc hallucinogène, j'en sais rien. J'y suis retourné, mais cette fois j'étais aux cuisines. Je voulais voir, comment ça se passe les cuisines. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la nourriture? Bah, que des bonnes choses, hein. Je peux vous assurer, ils mettent que des bonnes choses. Et ça a été parce que j'avais pas vraiment de moyens financiers à l'époque, le moyen pour moi de servir. De faire en sorte que des gens qui ne connaissaient pas cette technique puissent en bénéficier. Parce que pour moi, ça a été une révélation. J'ai compris qui j'étais, en essence. Et j'avais compris à quel point on se faisait du mal. Donc ça a été le début d'un cheminement sur le chemin de la connaissance de soi. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Tout à fait. En Inde, je ne sais pas ce qu'il en est parce qu'il y a un film qui a été fait là-dessus. Hein. Un Anglais? Ah bah oui, c'est un Indien. Bon bah anglais, il parle couramment anglais, oui. Enfin, c'est un Indien. D'autres questions? Excusez-moi, j'entends pas. Vous l'avez fait en Inde ou en France? En France, en Bourgogne. À 2 heures de Paris, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous avais promis un cadeau. On l'a eu. Juste un petit truc, c'est que j'ai appris un truc ce soir. Laurent, enfin... Non, mais je peux tu regardes sur Internet. J'ai appris quelque chose ce soir, Laurent, grâce à toi. Ouais. J'ai appris quelque chose. C'est que souvent, le soir, je me dis, en m'endormant, j'ai des idées, et je me dis, c'est tellement génial que demain matin, je suis sûr que je vais m'en rappeler. Maintenant, je viens de comprendre pourquoi je ne m'en rappelle pas. Il ne m'écoute pas, mais c'est pas grave. Bon, aussi, hein. Ben voilà, mais bonne soirée pour certains. À demain.